Quand on atteint mon âge, on passe plus de temps à regarder derrière soi qu'à penser à demain. C'est pas de la nostalgie. C'est juste que le corps ralentit, les os grincent et le monde, lui, continue sans vous. Alors on s'assoit souvent, on observe les champs, les arbres, la poussière qui s'élève quand le vent du soir balaie la plaine. Et parfois, on parle à un chien qui n'entend plus rien. Buck, c'est son nom. Moitié aveugle, sourd comme une souche, mais plus attentif que la plupart des gens que j'ai connus. Je lui parle souvent, même s'il répond jamais. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui écoute, sans juger, sans interrompre. Je suis né ici, sur cette terre, dans la chambre du haut, celle dont la fenêtre fissurée ne se ferme jamais vraiment. Mon père a bâti cette maison de ses propres mains. Le puits, la grange, le fumoir, tout ce qui se dresse encore autour de moi porte un morceau de son âme et un peu de mon sang aussi. On dit que la ferme Le Cridge est l'une des plus vieilles de la région. Certains prétendent qu'elle a survécu à tout, la sécheresse, les tempêtes, la solitude. Ils ont raison. Mais ils oublient de dire à quel prix. Les jeunes du village me répètent que je devrais vendre, partir en ville, profiter d'une retraite tranquille. Ils ne comprennent pas. On ne quitte pas une terre qui nous a façonnés, même quand elle murmure la nuit, même quand elle vous regarde dormir. Ce matin encore, j'ai fait le tour du domaine. Pas pour travailler, juste pour rappeler à la terre que je suis toujours là, que je veille encore. Quand on connaît le rythme du sol, on finit par sentir qu'il respire. Et ce matin-là, je l'ai senti bouger. Pas parce qu'il faisait du vent, non. Quelque chose d'autre, plus profond, remuait sous la croûte de cette terre. C'est ce soir-là que Jackson est revenu. La pluie cognait doucement contre le toit de tôle, une de ces pluies patientes qui semblent vouloir vous parler. Il était là, sur le perron, trempé, les traits tirés, le regard vide. Je l'ai reconnu tout de suite. Le même feu dans les yeux, la même inquiétude que j'avais à son âge. Mon petit-fils. Et je savais qu'il n'était pas revenu par hasard. Après le souper, je fis du café. Le vent s'est élevé, le tonnerre roulait au loin, et Buck dormait près du feu. Jackson s'était affalé dans le vieux fauteuil de Marie, ma femme. Celui qu'elle aimait tant, avec cette couverture qu'elle n'a jamais fini de tricoter. Il avait enlevé ses bottes, laissant des traces de boue sur le tapis. Je n'ai rien dit. Ce soir-là, il avait besoin de calme, pas de reproches. Je me suis assis en face de lui, dans ma chaise usée. Le bois craquait, mes genoux aussi. Je lui ai tendu une tasse ébréchée où on pouvait encore lire « World's Best Grandpa ». Il a souri, à peine. « Tu bois toujours ce goudron ?» m'as-tu lancé. J'ai ri. Il n'y a pas d'autre façon de boire le café. Il a goûté, grimacé, et j'ai ri plus fort. Puis le silence est revenu, lourd, presque sacré. Il me regardait. Je voyais dans ses yeux qu'il voulait comprendre quelque chose que personne ne lui avait jamais dit. Et moi j'étais fatigué de me taire. Alors j'ai dit... Tu te rappelles des histoires que je te racontais, gamin? Celles du corbeau et des tic-tac? Il a souri. Bien sûr. J'en garde encore dans ma poche, au cas où. J'ai ri, mais mon sourire a fané vite. Ce soir, je vais t'en raconter une autre. Pas une des celles pour faire rire les enfants. Une vraie. Une que j'ai gardée trop longtemps. La pluie martelait les vitrées, le feu craqua, et la nuit dehors sembla retenir son souffle. J'ai pris une gorgée de café, sentant la chaleur me brûler la langue, et j'ai commencé. C'était en 1958, Jackson. Le village d'à côté s'appelait Bellwater. Un petit coin tranquille, des gens pieux, travailleurs. Un de ces endroits où tout le monde se connaît et où rien ne change jamais. Enfin, presque jamais.
Je me rappelle le premier corps comme si c'était hier. Un vagabond retrouvé derrière le moulin à grains. Personne du coin, alors on a vite oublié. On s'est dit que c'était la malchance ou une bagarre de taverne qui avait mal tourné. Mais 2 semaines plus tard, le malheur a pris un visage familier. Clarissa Moats, 19 ans. Une fille douce, toujours un sourire au marché. On l'a retrouvée derrière l'église. Les bras tordus à l'envers, le visage couvert d'un sac de jute. Quand le shérif a ôté le sac, ses yeux n'étaient plus là. Juste 2 orbites lisses, comme effacées. À partir de ce jour-là, Bellwater a cessé de dormir. Les hommes gardaient leurs fusils près de la porte. Les femmes priaient matin et soir. Les enfants n'avaient plus le droit de sortir après le coucher du soleil. Et chaque nuit, un bruit nouveau venait s'ajouter au vent. Un froissement, un murmure, un pas sans direction. Le 3e corps, c'était Dwayne Prickett, un fermier. Même sac, même regard vide. Les journaux ont tenté d'étouffer l'affaire. Le shérif répétait « Tout est sous contrôle », mais personne ne croyait à ce contrôle-là. Et puis, les rumeurs ont commencé. On disait que la terre était maudite, que quelque chose de vieux vivait dans les bois, attendant qu'on le réveille. Un vieil ivrogne, Elbert Marsh, jurait d'avoir vu une silhouette trop grande pour être humaine, immobile entre les bouleaux. Quand il a levé sa lanterne, elle avait disparu. Tout le monde s'est moqué de lui, sauf moi. Parce que je connaissais ces bois, j'y avais piégé des renards gamins, et je savais que certaines nuits, la forêt respirait autrement. Quelques semaines plus tard, ils ont arrêté le coupable. Un instituteur, Daniel Gray, un homme poli, discret, toujours vêtu de velours cortelier, les mains propres, la voix douce, l'image même de la raison. Mais quand ils ont fouillé sa maison, ils ont trouvé l'enfer. Des tiroirs remplis d'yeux, certains secs comme du papier, d'autres encore humides, chacun enveloppé, étiqueté, comme une collection. Le shérif Taylor a vomi sur place. Même les hommes revenus de la guerre n'avaient jamais vu ça. Daniel Gray a avoué sans résister. Mais il a dit une chose que personne n'a voulu entendre. Il a dit « Ce n'est pas moi qui ai commencé, c'est lui ». Il raconta qu'il avait trouvé dans les bois un trou carré, trop parfait pour être naturel. Au fond, sous une peau de cerf pourrie, dormait une idole de bois, un petit homme sculpté sans yeux, aux bras démesurés, aux doigts pointus. Il l'avait ramené chez lui, et depuis, il l'entendait. Pas des mots, des fins, des envies, des regards. Les nuits suivantes, il se réveillait couvert de boue, les porches brûlantes, pleines d'yeux qu'il ne se rappelait pas avoir pris. On l'appelait The Watcher, le guetteur. Ils ont jugé, enfermé, puis retrouvé pendu dans sa cellule 3 mois plus tard. On a brûlé la tidole, du moins c'est ce qu'ils disent. Mais moi je sais une chose, certaines choses ne brûlent pas. Elles laissent des éclats derrière elles, des échardes dans le monde. Car même après la mort de Gray, les disparitions ont continué. Toujours le même schéma. Une trace de pas jusqu'à la lisière des arbres, puis plus rien. Et quelques jours plus tard, un corps, déposé proprement à la sortie du bois, comme une offrande rendue. Les membres tordus, la tête souvent retournée à l'envers, et les yeux toujours absents. J'étais jeune alors, mais je n'étais pas idiot. J'ai compris que ce n'était pas un homme qu'on affrontait, mais quelque chose. Et quand j'ai vu les reflets bouger dans la forêt, quand j'ai entendu les cris étouffés entre les troncs, j'ai su que c'était à moi d'agir. C'est là que Sam Carver est entré en jeu, un ancien camarade de la garde nationale. Il venait du sud, de ces coins
où la nuit a encore des dents. Quand je lui écris pour lui parler de Bellwater, il m'a pas ri au nez. Il m'a répondu « Ce que tu as là, Riley, c'est une faim qu'on a nourrie trop longtemps. Faut la priver et faut sceller la terre. » Il m'a donné des instructions. Pas un sort, pas une prière. Un rite, un contenant. Un cercle de fer et de sel. J'ai passé 4 jours à tracer la frontière de la propriété, chaque pas pesant, chaque souffle lourd. Les clous écrasés en poudre d'acier, les outils broyés jusqu'à devenir poudre, puis le sel, des sacs entiers. Je me rappelle avoir pensé, c'est de la folie, mais la folie vaut mieux que le néant. Quand le cercle fut complet, j'ai brûlé la sauge. Le parfum s'est accroché au mur, à mes vêtements, jusqu'au souffle de Buck. Et pendant 30 nuits, je n'ai pas quitté la ferme. Pas une seule. J'ai gardé le feu allumé. J'ai attendu, écouté. Et chaque nuit, la forêt s'approchait un peu plus. Le 31e soir, Sam m'avait prévenu « Il faut offrir quelque chose de toi ». Alors je suis allé au grand arbre, celui du sud, celui qui bougeait quand j'étais gamin. J'ai pris un couteau, j'ai ouvert ma paume et j'ai versé mon sang dans un bol d'acier avant de le répandre au pied de l'arbre. Le sol l'a bu d'un trait. Puis tout s'est arrêté. Le vent, les bruits, même le temps peut-être. Et j'ai senti quelque chose partir. Comme un fauve qui s'éloignait après avoir fleuré trop près. Les morts ont cessé, les cris aussi. Le journal a parlé d'un copieur de Daniel Gray. Mais moi, je savais. J'avais tenu le guetteur à distance, pas détruit, juste contenu. Et depuis, j'entretiens la ligne. Chaque année, sel, fer et feu. Je suis vieux maintenant, et quand je partirai, le cercle partira avec moi. Jackson n'avait pas bougé. La tasse dans ses mains était froide. Ses yeux, eux, semblaient regarder au-delà des flammes. « Tu veux dire que tu as fait un rituel avec ton sang, ici, sur cette terre ?» J'ai hoché la tête. Il a soufflé, incrédule. « C'est de la folie, papy. C'est ce que je croyais aussi, mais la folie vaut mieux que le néant. » Le feu siffla. Dehors, la pluie se calmait, et pendant un instant, j'ai cru entendre, au loin, le craquement du bois sous un pas trop lourd pour appartenir à un homme. Le feu crépitait toujours, mais quelque chose dans la pièce avait changé. Le bois gémissait comme sous une pression invisible. Jackson fixait les flammes, les lèvres entr'ouvertes. Je savais qu'il n'en resterait pas là. « Et ça s'est arrêté pour de bon ?» demanda-t-il enfin. Je pris une longue inspiration. « Pour un temps, oui, mais le mal trouve toujours une autre porte. » Je me suis levé et remué les braises avec le tisonnier. Des étincelles ont jailli, comme de minuscules yeux dans la pénombre. 20 ans plus tard, le mal est revenu. Différent, mais tout aussi affamé. Ce fut l'été le plus sec de ma vie. Pas une goutte d'eau en 4 mois. Le sol s'ouvrait en cicatrices. Le maïs se couchait, les bêtes maigraient, et même les moustiques avaient déserté. Bellwater, jadis bruyante, sonnait creux. La sécheresse avait volé jusqu'au bruit. Les hommes priaient 2 fois par semaine à l'église. Les femmes versaient de l'eau bénite dans les champs comme si le ciel pouvait les entendre. Mais rien ne poussait, rien ne chantait. Même le vent semblait mort. Puis, un matin avant l'aube, j'ai vu la première. Une enfant. Elle se tenait debout, pieds nus, au bord du champ. Sa robe sale flottait sous un vent qui n'existait pas. Et ses yeux étaient entièrement noirs. Pas d'iris, pas de blanc, juste 2 trous de nuit dans un visage de porcelaine. Je crus d'abord rêver. La chaleur m'avait peut-être fait perdre la tête. Alors j'ai appelé
« Hé, petite, tu t'es perdue ?» Elle n'a pas bougé. Quand j'ai avancé, elle a reculé lentement, glissant entre les tiges de maïs sans les plier, comme si son corps n'avait pas de poids. Et puis, plus rien. Le lendemain, j'ai raconté ça à un voisin. Il m'a regardé en silence, puis a dit « J'en ai vu une moi aussi ». Dans les jours qui ont suivi, d'autres les ont vus. Toujours des enfants, toujours immobiles, à l'aube ou au crépuscule. On disait qu'ils apparaissaient près des routes, des porches, des champs. Jamais de parole, jamais de bruit. Juste ces yeux qui absorbaient la lumière. Un vieux fermier jura qu'il s'était aligné contre les vitraux de l'église pendant la messe du dimanche. Une serveuse du dîner fit une embardée quand elle en vit deux sur la route, à 4 heures du matin. Et chaque témoin disait la même chose. Ils nous regardaient, mais pas comme des enfants regardent, comme si on était de trop. Puis, sans raison, le maïs repoussa, verdoyant, épais, presque trop vivant. Nos prières semblaient exaucées. On parlait de miracles. Mais un miracle, Jackson, c'est juste une dette qu'on n'a pas encore payée. Le premier fut Billy Tanner, 9 ans, disparu derrière la maison pendant un cache-cache. Aucune trace. Ensuite, Ruthie Long, puis les jumeaux Whitmore, toujours près du champ, toujours sans bruit. Et à chaque disparition, une petite poupée de maïs était retrouvée. Tressée grossièrement, sans visage, posée bien droite au bord du champ. La police a fouillé, les volontaires ont quadrillé les bois. Rien. Pas un corps, pas un encordant empreinte, seulement le silence, et ces poupées qui s'accumulaient. Je les ai récupérées, toutes. Elles dorment encore dans un coffre de cèdre, là-haut, dans la grange. 27 au total. Chaque poupée est différente, comme si chacune portait l'ombre d'un enfant. Quand mon père est mort, j'ai trouvé ses carnets, derrière une cloison, soigneusement cachés. Au début, c'était des notes de ferme, des relevés de pluie. Puis, l'écriture changea. Courte, craintive. Il expliquait que la terre, ici, n'est pas généreuse. Elle marchande. Il racontait un accord ancien, offrir la jeunesse en échange de fertilité. Pas de prière, pas de temple, juste la terre et le sang des innocents. Le maïs nourrissait la famille parce que la famille nourrissait le maïs. Chaque disparition n'était pas un crime, c'était un paiement. J'ai senti la colère me monter à la gorge. Mon père savait, et il s'était tu. Il avait laissé faire pour que la terre reste verte. Cette nuit-là, je me suis juré que ça s'arrêterait. J'ai repris les rituels que Sam Carver m'avait enseignés. Pas pour nourrir, mais pour purifier. Des labours de fer, des cercles de sel, la sauge brûlée jusqu'à ce que les yeux piquent. Je parlais à la terre pour la prévenir, non pas pour la supplier, mais pour la prévenir. Plus jamais. Les semaines suivantes, le maïs a jauni. Certains ont dit que je détruisais tout. Moi, j'ai vu le sol redevenir réel, sec mais vivant. Aucun enfant n'a disparu depuis. Pourtant, parfois, au coucher du soleil, je vois bouger entre les rangées. Des petits corps translucides, riant sans bouche. Le vent porte encore leur écho. Ils ne s'approchent plus de la maison, mais ils restent là, en attente, comme si la terre retenait son souffle. Jackson ne parlait plus. Ses mains tremblaient à peine, posées sur ses genoux. « Et tu crois que c'était vraiment leurs âmes ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Je crois que rien ne meurt ici sans laisser de traces. Et certaines traces regardent encore. Buck a gémi dans son sommeil. Dehors, le vent a soufflé entre les tiges. Pendant une seconde, j'ai entendu des rires d'enfants se perdre dans le noir. Si cette histoire t'a glacé le sang, abonne-toi à la chaîne Nuit d'horreur, car la prochaine partie est la plus étrange de toutes, celle où l'amour rencontre l'indicible. Le feu se consumait lentement. La lumière s'adoucissait sur les murs. Jackson, recroquevillé dans le vieux fauteuil, fixait les braises comme s'il voulait y trouver une explication à tout ce qu'il venait d'entendre. Il avait l'air vidé. Je pouvais presque sentir son esprit tourner à toute allure. Alors j'ai parlé, plus doucement. Il y a eu un temps où tout cela a failli s'arrêter. Un temps où la terre s'est calmée. Il releva la tête curieux,
un peu soulagé peut-être. Je repris. C'était avant ta mère, avant tout le reste. C'est l'histoire d'une femme. C'était un automne comme je les aime. Froid le matin, chaud l'après-midi, avec ces ciels oranges qui sentent la feuille morte. Je chassais, comme souvent. Pas pour le plaisir, pour surveiller les limites du terrain. C'est là que je l'ai vue. Au milieu d'une clairière, pieds nus sur la mousse, le regard tourné vers le soleil couchant, elle semblait appartenir à la forêt plus qu'à la lumière. Ses cheveux bruns bouclés autour de son visage, portés par un vent qui ne soufflait pas. Sa robe claire flottait à peine au-dessus du sol. Quand elle m'a aperçu, elle n'a pas fui, elle a souri. Je me souviens avoir balbuté « Vous êtes perdu ?» Elle a secoué la tête. Sa voix était comme un murmure de rivière. « Non, je rentre chez moi. » Je l'ai raccompagnée. Nous avons marché à travers les bois, en silence, comme deux étrangers qui savent qu'ils se connaissent déjà. Elle s'appelait Iris. Les jours suivants, elle revenait, toujours à la tombée du jour, toujours depuis la lisière du bois. Elle observait les champs, aidait parfois à porter des seaux d'eau, caressait Buck sans crainte. Elle riait peu, mais chaque rire semblait faire reverdir quelque chose autour d'elle. Au bout d'un mois, elle s'est installée ici. Les voisins ont posé des questions. Je leur ai dit qu'elle était de la famille. Ça suffisait. La vérité, c'est que je n'ai jamais su d'où elle venait. Mais je savais que je ne voulais pas qu'elle reparte. Sous ses mains, le jardin fleurissait 2 fois plus vite. Les bêtes restaient calmes. Les oiseaux n'avaient plus peur des hommes. Même les nuits étaient plus douces, comme si la terre respirait mieux quand elle dormait sous ce toit. L'hiver est arrivé, rude, sec, silencieux. Une nuit, le vent hurlait dehors. Iris était debout devant la fenêtre, la peau pâle dans la lueur du feu. Je lui ai demandé si tout allait bien. Elle m'a répondu d'une voix presque absente. « Riley, je dois te dire ce que je suis. » Je n'ai pas bougé. Elle a poursuivi. « Je suis une gardienne, une de celles qu'on appelait autrefois les Dames Vertes. Nous sommes les esprits de la forêt, nés avant les villages, avant les routes. Nous veillons sur les bêtes, les rivières, les arbres. J'aurais dû avoir peur, mais non, je l'ai cru. Peut-être parce que depuis le début, une part de moi savait que la forêt ne m'avait pas seulement offert une femme, elle m'avait prêté une force. Elle a ajouté « Je resterai tant que vous respecterez ce lieu. Pas de chasse inutile, pas d'arbres abattus sans raison. Chaque automne, vous offrirez à la terre le premier fruit de votre récolte. Tant que ce pacte sera honoré, la terre vous protégera. » J'ai accepté, sans réfléchir, et j'ai tenu parole. Les saisons ont défilé. Nous avons eu des enfants. Iris vieillissait à peine. Elle chantait dans le jardin, elle lisait, elle souriait comme une femme ordinaire, mais ses yeux restaient d'un vert trop pur pour appartenir au monde des hommes. Les voisins disaient que notre ferme prospérait plus que toutes les autres. Je ne leur répondais pas. Je savais pourquoi. Les soirs d'été, on déposait un panier au bord du bois. Du maïs, des pommes, du pain chaud. Et chaque fois, au matin, le panier avait disparu. En échange, la pluie tombait juste quand il fallait, ni trop, ni trop peu. C'était un équilibre parfait. Et puis, un printemps, quelque chose a changé. Iris passait de plus en plus de temps à l'orée du bois. Elle ne parlait plus, écoutait. Je comprenais, la forêt l'appelait. Le soir où elle est partie, le ciel était clair, sans lune. Elle m'a pris la main, a posé ses lèvres sur mon front et m'a murmuré « Riley, la terre t'appartient tant que tu la respectes. Si un jour l'homme oublie, je reviendrai, mais je ne reviendrai pas comme ton épouse. » Elle a traversé la prairie, pieds nus, s'est enfoncée dans les arbres. Quand je l'ai rejointe, il n'y avait plus rien qu'un cercle de mousse fraîche et des fleurs sauvages ouvertes en plein hiver. Depuis, chaque année, je dépose un panier au même endroit, et chaque année, les récoltes se portent bien. Parfois, la nuit, quand le vent souffle depuis le bois, j'entends une mélodie, un murmure, savoir,
pas triste, pas lointaine, présente. Je sais qu'elle veille encore. Jackson m'écoutait sans bouger. Ses yeux brillaient dans la lumière du feu. Il souffla. Alors, ma grand-mère, c'était vraiment une dame verte. Oui. Il sourit hésitant. Elle m'aimait, plus que la forêt elle-même. Un silence long, presque paisible, remplit la pièce. Dehors, le vent glissait entre les arbres comme une caresse. Puis, Jackson dit « Et si un jour elle revenait ?» Je lui posai une main sur l'épaule. « Alors, rappelle-toi ce que je t'ai appris. La terre ne nous appartient pas. Nous lui appartenons. Si tu entends toi aussi la voix d'Iris dans le bruit du vent, abonne-toi à Nuit d'horreur. Car certaines promesses ne s'effacent pas, et certaines gardiennes, n'oublie pas. » Le feu achevait de mourir. La braise luisait encore dans l'ombre comme un cœur qui bat trop lentement. Buck dormait près de la cheminée, sa respiration lourde emplissant la pièce d'un souffle rassurant. Jackson était toujours là, les coudes sur les genoux, les yeux perdus dans la danse des flammes. Dehors, la pluie avait cessé. Le silence s'était posé sur la ferme comme un drap sur un corps endormi. Un silence dense, plein de choses qu'on ne dit plus. Je savais que la nuit touchait à sa fin. Et pourtant, je ne voulais pas me lever. Je voulais qu'il reste là, un peu encore, dans cette chaleur, entre le feu et les ombres. « Tu comprends maintenant ?» Et je murmurai. Jackson hocha lentement la tête. « Oui, je crois. » Ce n'est pas une ferme, Jackson. C'est une mémoire. Chaque arbre, chaque pierre, chaque souffle du vent se souvient. Et si tu veux vivre ici, tu dois écouter, toujours. Il a esquissé un sourire, un peu triste. Et si je ne t'écoute pas, alors la terre parlera à ta place. Et crois-moi, tu ne veux pas entendre ce qu'elle dit quand elle est en colère. Il a ri doucement, un rire fatigué. Mais dans ses yeux, je voyais la promesse, celle de rester, de protéger, de ne pas oublier. Cette nuit-là, après qu'il soit monté dormir, je suis resté seul dans la cuisine. J'ai ouvert la fenêtre. L'air sentait la terre mouillée et le bois brûlé. Au loin, les champs s'étendaient comme une mer noire. J'ai cru distinguer un instant une silhouette près de la lisière, fine, calme, immobile. Un éclat vert à peine visible. Iris. Elle ne s'est pas approchée. Elle n'avait pas besoin. Sa présence suffisait. Je me suis souvenu de ces mots. Tant que tu respectes, la terre sera ton abri, mais si tu trahis, elle redeviendra ta tombe. Je n'ai jamais cessé d'y croire. Et ce soir encore, je lui ai murmuré merci. L'aube est arrivée sans bruit. La lumière a glissé sur les murs comme une bénédiction. Je me suis assis dans mon vieux fauteuil, celui de Mary, celui où elle tricotait avant que le temps ne la reprenne. Je tenais la tasse ébréchée entre mes mains. Le café était froid, mais je n'avais plus besoin de chaleur. Tout était calme. Les bruits du matin s'élevaient peu à peu, les coqs, les oiseaux, le vent dans le maïs. Et puis quelque chose a changé. Un parfum de fleurs a traversé la pièce, frais, inattendu. Un chant s'est élevé au loin, doux, presque imperceptible. C'était la même mélodie qu'Iris fredonnait quand elle arrosait le jardin. J'ai fermé les yeux. Et je l'ai vue. Elle m'attendait, debout dans la lumière, son sourire aussi clair que le ciel d'été. Quand Jackson est descendu, le feu était éteint. Le fauteuil était vide. Mais sur la table, il trouva la tasse encore tiède et un petit panier d'osier posé à côté. Dedans, 3 épis de maïs doré, un bouquet d'herbes séchées et un mot griffonné d'une écriture tremblante. À toi, maintenant, n'oublie pas de remercier la terre.
Jackson a lu la phrase plusieurs fois, puis il a ouvert la porte. Le soleil montait lentement sur la ferme. Les champs ondulaient doucement sous la brise. Et au loin, un rire léger traversait les arbres. Il leva les yeux vers le ciel, sourit et murmura « Je n'oublierai pas ». Ce soir, si tu passes près des bois de Bellwater, tends l'oreille. Tu pourrais entendre un souffle, une chanson sans mots, ou voir entre deux rangées de maïs une silhouette d'enfant aux yeux noirs. Mais n'aie pas peur, ce ne sont pas des menaces, ce sont des mémoires. La terre se souvient toujours. Et tant qu'elle est respectée, elle protège. Mais si quelqu'un oublie, si quelqu'un brise le cercle, alors les racines se réveilleront et le chant redeviendra cri. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si tu ressens toi aussi ce frisson au creux du dos, abonne-toi à Nuit d'horreur. Chaque semaine, de nouvelles histoires t'attendent. Des récits que la terre, le vent et la nuit n'ont encore oubliés.